L'annonce du renoncement de François Hollande à se présenter à la prochaine présidentielle a fait l'effet d'une bombe, puisque c'est la première fois de l'histoire de la Ve République qu'un président ne demande pas un renouvellement de son mandat. Désormais, tout est possible à gauche, la primaire ouverte promettant d'énormes surprises si elle ressemble à la primaire de la droite et du centre qui vient de se terminer avec la victoire que personne n'attendait. Vous avez reconnu François Fillon. Nos invités, Gérard Filoche, membre du bureau national du PS et candidat à la primaire citoyenne ouverte à la gauche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et Pierre Larouturou, fondateur du parti Nouvelle Donne et candidat à la primaire citoyenne ouverte à la gauche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors tiens, je vais commencer avec vous, Gérard Filoche, on va faire par ordre alphabétique. Quand vous avez entendu l'annonce de François Hollande hier, vous avez plutôt pensé quoi? Un président ne devrait pas dire ça ou merci pour ce moment? Moi, ça fait 1 an que je demandais à François Hollande de ne pas se présenter. La première fois que je l'ai dit, c'était en bureau national au mois de janvier de cette année. J'ai dit le bilan politique est tellement mauvais qu'il va nous faire perdre et nous allons perdre avec lui. Donc j'ai ne cessé de répéter toute l'année qu'il rendrait un service à la gauche en ne se présentant pas. Pourquoi? Parce que moi, au fur et à mesure du quinquennat... Une question, vous étiez nombreux au PS à dire la même chose? Pas tant que ça au début, puis à la fin de plus en plus. Parce que, vous savez, il a commencé par la loi Sapin, la loi Macron, puis la loi El Khomri. Il y a quand même eu 3,5 millions de personnes qui ont manifesté au moins une fois contre la loi El Khomri. Il y avait 70% de l'opinion qui était contre, 78% chez les jeunes. Il y avait 85% du mouvement syndical qui était contre. Donc en vérité, on était majoritaire contre la loi El Khomri. À gauche, contre la loi. Et il fallait qu'il en tire les conséquences. Il nous a fait un 49-3 avec Valls. Non, il l'a fait 3 fois. Oui, 49-3 avec Valls. C'est ça. Ah d'accord, on est d'accord. Mais c'était inacceptable, intolérable. Et évidemment qu'il allait dans le mur. Regardez, en 2012, on avait tout. 2 villes sur 3, 61 départements sur 100. On avait 20 régions, l'Assemblée, le Sénat. Pour la première fois de la Ve République. Et la présidence de la République. Et on avait 20 régions sur 22. Il nous a tout fait perdre. C'est pas venu par hasard, c'est venu par sa politique. Et sa politique nous a tout fait perdre. Donc il allait perdre fatalement. Si s'était pas retiré hier soir, il aurait perdu le 29 janvier à la primaire, ou il aurait perdu le 23 avril au premier tour de la présidentielle. Donc ça me semblait nécessaire et logique qu'il, par respect pour la gauche, qu'il se retire. Mais alors ce que je ne comprends pas aujourd'hui, monsieur, c'est qu'on me dit que Valls irait... Ah mais ça on va en parler. Mais c'est lié parce que il se retire. Hollande, c'est pas pour des raisons personnelles, c'est pour des raisons politiques. C'est parce qu'il est dans une impasse à cause de la politique suivie. Or, cette politique a été suivie avec Valls et Macron. Les deux autres devraient avoir la même dignité. On va parler de et tout se ça. Retirer. On a 1 heure, Gérard Filoche, pour en parler. On va parler un peu après. Pierre Larouturou, quand vous avez entendu l'annonce de François Hollande qui ne se représentait pas, vous avez pensé quoi? Un président ne devrait pas dire ça ou merci pour ce moment? J'ai été étonné. Pour être honnête, je n'avais pas vu venir cette décision. Alors, pas grand monde l'avait vu venir. Hein. Voilà, mais pour être honnête. Hein. Il y a des fois où j'ai vu venir... Je peux même vous dire une chose. Des rumeurs bruissaient hier dans les rédactions de France et de Navarre. Qu'il enjambait la primaire. Qu'il enjambait la primaire et qu'il annonçait sa candidature dimanche à Tulle. Vous voyez un peu. Non, mais il y a des fois où j'ai un coup d'avance. Parmi les journaux disent que je suis un des rares qui avait annoncé la crise financière. Il y a des fois où on voit venir des choses... Et plus importante pour l'avenir de la planète que la démission la candidature de François Hollande. Mais donc voilà, j'ai été étonné. Après ça, je pense qu'il aurait perdu. On a vu comment Cécile Duflot a été... Donc je trouve que c'est plutôt digne, honnêtement. J'ai souvent critiqué François Hollande depuis 4 ans et demi. Je suis en désaccord avec la plupart des choses qu'il a faites et de ce qu'il n'a pas fait comme président. Mais je trouve que c'est plutôt une décision digne, que son discours était bon, même s'il a enjolivé son bilan à mes yeux. Mais c'était, voilà, il y a des hommes politiques qui s'accrochent absolument et là, il est capable de dire « je laisse la place ». On critique assez souvent ceux qui s'accrochent pour reconnaître un peu de dignité à ceux qui ne le font pas. Après ça, je pense que tout reste à reconstruire, qui laisse le pays dans un état dramatique, avec plus de 6 millions d'inscrits à Pôle emploi, un nombre de gens qui sont au RSA jamais vu. Toutes les semaines, il y a des paysans qui se flinguent parce qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur travail. Des médecins aussi. Il y a encore plus de médecins qui se flinguent que de paysans. Il y a des artisans qui se flinguent parce qu'ils n'arrivent plus avec le RSI. Voilà. Donc, le pays est dans un état catastrophique. L'Europe est dans un état catastrophique. L'autre jour, au dernier sommet européen, le Premier ministre italien a dit « Je ne vais même plus à la conférence de presse. J'en ai marre des mensonges de François Hollande. » Donc,
son bilan est vraiment pas bon. Donc il allait vers un échec. Cécile Duflot a été éliminée au premier tour de la primaire. Sarkozy a été éliminé au premier tour de la primaire de la droite. Je pense que François Hollande aurait eu du mal à survivre politiquement à cette primaire. Vous avez fait une remarque juste. Est-ce que vous diriez que François Fillon, qui a eu la tête de deux anciens présidents et d'un ancien il est encore président Hollande, et d'un ancien Premier ministre, a vraiment réussi le grand chelem, Gérard Filoche? Il n'a rien réussi du tout. Vous allez voir. Il a gagné la primaire quand même. Oui, je sais bien, mais vous allez voir ce qui va se passer. Il a fait un programme tellement dur. Il a eu des gens sont venus voter pour lui. Je ne comprends pas comment ils ont accepté de perdre la sécurité sociale, d'enlever 500 000 fonctionnaires, de travailler 48 heures, qu'il n'y ait plus d'heures supplémentaires, que les délégués du personnel commencent à 50 au lieu de 10, les comités d'entreprise à 100 au lieu de 50. Il casse tellement de choses que ça va être... Ce pays je veux dire, d'un point de vue politique, on a quand même assisté en 10 jours, au départ, la mort politique de 2 anciens présidents, enfin un futur ancien président, Hollande-Sarkozy, et la fin politique d'un ancien Premier ministre, Alain Juppé. Oui, tant mieux si ça se renouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pierre Larouturou? C'est le grand chelem pour Fillon, là. Sur le besoin de renouveau, ça devient absolument crucial. On est le seul, dans tous les pays occidentaux, on est le seul pays où il y a aussi peu de renouvellement. En Allemagne, quand Schröder perd les élections, il arrête la politique. En Angleterre, quand Tony Blair se plante, il arrête la politique. Aux États-Unis, quand Al Gore a perdu en étant majoritaire, il a arrêté c'est scandaleux. Il prend un an pour soigner sa dépression, et puis crée une fondation parce qu'il y a un sujet qui l'intéresse. Et 10 ans plus tard, il a le prix Nobel de la paix parce qu'il a fait du bon boulot, mais en dehors de la sphère politique. On est le seul pays où les gens s'accrochent comme ça. François Fillon, il ne vit que de la politique depuis l'âge de 22 ans. Il n'a jamais été salarié, il n'a jamais été chômeur, il n'a jamais été patron de PME. Moi, j'ai été salarié, j'ai été chômeur, j'ai été patron de PME, donc je peux comprendre un peu la vie normale. Des Français moyens, comme on dit. Non, mais c'est vraiment un énorme problème parce qu'il y a plein d'idées dans ce pays. Il y a plein de gens qui innovent à droite comme à gauche. Il y a plein de patrons de PME, de salariés qui innovent, d'associations. Et puis les gens qui squattent le pouvoir sont incapables d'écouter, ont une vie complètement hors sol. Regardez l'autre jour Jean-François Copé qui nous dit qu'une chocolatine ça coûte 15 centimes. Ça veut dire qu'il ne fait jamais. Vous parlez comme un Français du sud de la France. Mais je suis toulousain. Voilà, un pain au chocolat. On va traduire le pain au chocolat. Non mais blague à part, ça veut dire que ces gens-là ne vivent pas dans le même monde que nous. Le Canard enchaîné a montré cette semaine que François Fillon gagne 22 000 € par mois. 22 000 €. Et tous ses repas sont payés, il a un chauffeur qui l'attend. Ces gens-là ne sont pas dans le même monde que nous, donc ils ne comprennent pas ce que c'est. Il y a 40% des Français qui n'ont pas 1 € d'épargne, qui se demandent tous les mois si ils vont pas avoir un problème, quand les enfants veulent partir en vacances. Moi cet été il y a un de mes enfants qui voulait partir dans un truc un peu sympa, mais on n'a pas les moyens de l'envoyer dans ce truc un peu sympa qui est un peu trop cher. Je me plains pas, on vit correctement, voilà. Mais donc un François Fillon qui gagne 22 000 € par mois, il n'est pas dans le même monde que vous et moi, et donc ça pose un problème, ce manque de renouvellement. Et Manuel Valls, il est question que Manuel Valls se présente, c'est pareil, il n'a jamais été salarié, il n'a jamais été chômeur, il n'a jamais été patron de PME, il ne fait que de la politique dans plein de courants politiques différents. Ils ont suivi le cursus assistant parlementaire puis élu. Oui, mais ça pose un problème. Alors si ces gens-là étaient super brillants, vous voyez par exemple un Roosevelt qui a réglé les problèmes de son pays tant qu'il était vivant, les gens ont revoté pour lui parce qu'il avait du courage, parce qu'il tenait bon face au lobby, parce qu'il ne mentait pas. Oui, mais aussi parce qu'il ne mentait pas. Non, mais excusez-moi, il y avait la guerre, mais le président Hoover a été remercié parce qu'il ne foutait rien. C'est-à-dire que Roosevelt, il arrive, il fait 15 réformes en 3 mois, il fait la séparation des banques, il améliore le revenu des paysans, il lutte contre la spéculation, il crée un impôt fédéral pour taxer les bénéfices, et les actionnaires sont furieux, ils disent que Roosevelt est un communiste et qu'il va tuer l'Amérique, mais ce qu'il fait, ça marche. Il a fait la loi Glass-Steagall, c'est voilà, ça. Par exemple, ça marche. Et donc, moi, ça me gêne pas la continuité en politique si on est efficace au service du peuple, au service du bien commun, au service de la justice sociale. Mais des gens qui sont là depuis 30 ans ou 40 ans, payés avec nos impôts et qui n'ont jamais réglé aucun problème, ça devient énervant. Faut pas s'étonner si les gens s'abstiennent ou votent pour le FN. On a besoin d'un vrai renouvellement à gauche. Voilà, c'est dit. Vous êtes 89% à dire non, François Hollande ne doit pas se représenter finalement. C'est un peu ça cette question. Et un commentaire également de Killer qui dit Hollande avec le bilan de son quinquennat ne pouvait plus le pousser à se représenter légitimement aux élections présidentielles. Ce président n'a jamais été le mien et je ne regretterai pas quand il ne sera plus aux manettes du gouvernement. Mais une chose est à retenir, c'est qu'il a été trahi par ses collaborateurs. Ce Macron et ce Valls l'ont poussé à ne pas se représenter de par leur comportement des dernières semaines. La gauche est morte à ce jour et ce ne sont pas ces deux personnes qui pourront redorer le blason de la gauche. Macron, l'opportuniste banquier, et Valls, l'adepte du 49-3, ne pourront rien. Monsieur Valls aurait dû rester maire d'Evry. La place de Premier ministre lui a permis d'exercer dans une fonction bien au-delà de ses compétences. Toc, bon, ça sympathique balance, pour Valls et Macron. Sur Sud Radio. Habillé pour l'hiver. Je ne sais pas s'il va avoir
voir le sapin. Vous devez apprécier le commentaire de Killer sur Valls et Macron, Gérard Filoche. Écoutez, Valls a commis toutes les mêmes erreurs que François Hollande. Macron en a rajouté un petit peu, je sais pas lequel a marabouté les deux autres, mais en tout cas ils sont étroitement liés dans le bilan néfaste du quinquennat. Mais par contre, ce que je dirais pas comme Killer, c'est que la gauche est morte, elle n'est pas morte. Gauche, c'est nous, elle va survivre à ça. On va en parler avant d'aller, on va aller très vite au 0826 300 300. Qu'est-ce que vous pensez du commentaire de Killer sur Macron, Valls et Hollande? Je suis assez d'accord pour dire que le bilan de ces années est dramatique. Il y a un an, j'ai porté plainte avec Nouvelle Donne, on a porté plainte contre François Hollande, contre Emmanuel Macron, contre Manuel Valls pour non-assistance à personne en danger. On rigole là parce que ces formules sont drôles effectivement, mais je rappelle que chaque année, il y a entre 10 000 et 15 000 personnes qui meurent à cause du chômage. Il y en a entre 10 000, voilà. Donc leur politique, c'est pas un problème théorique, c'est pas juste des carrières de gens qui comme quelqu'un qui est cadre chez Coca-Cola ou chez BNP. Ils ont demandé le pouvoir au nom des valeurs, héritiers de Jaurès, en disant qu'ils allaient réguler la finance, qu'ils allaient lutter contre le chômage, voilà. Et leur bilan est quand même catastrophique, et ça concerne des millions de gens dont la vie est foutue en l'air ou qui vivent au rabais. Philippe est avec nous. Bonjour, Philippe. Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Voilà, je voulais vous dire que j'apprécie évidemment tout ce qui vient d'être dit par tout le monde. Alors, comme vous savez, j'aime toujours mettre un peu d'humour dans ça. Alors, je vais vous donner la recette de la sauce hollandaise et vous allez comprendre pourquoi Hollande a perdu. La recette de la sauce hollandaise. Voilà. Qu'on mange plutôt avec du poisson. Eh oui. Alors, vous pouvez la mettre avec ce que vous voulez, mais écoutez bien. Culbuto a l'art de la synthèse, n'est-ce pas? Et il était capable de passer de l'antithèse à n'importe quelle hypothèse, sortir de l'ENA où l'on pèse le poids social du malaise, d'une société qui est au bord de la falaise, puis on sourit forcément à l'aise en présentant cette foutaise qui rend les politiques obèses parce qu'ils sont bien balèzes et nous on est de la baise. Je viens de vous faire la synthèse. Merci beaucoup Philippe. Tiens, il s'est pris les pieds dans le tapis. Il s'est pris les pieds dans le tapis. Voilà. Alors, je vais poser la question à Gérard Filoche. Vous avez entendu, est-ce que finalement le principal problème de François Hollande, la conclusion de Philippe est très bonne, c'est la synthèse, c'est qu'il s'est comporté à l'Élysée comme un premier secrétaire du PS qu'il a été pendant 10 ans à faire de la synthèse au sein des différents courants du PS et du gouvernement. Non, le principal problème de François Hollande, c'est qu'il y a 1 300 000 chômeurs de plus qu'en juin 2012. Or, il avait dit qu'il ferait régresser le chômage, ça n'a pas été le cas. Pour faire régresser le chômage, il fallait pas donner 41 milliards de crédit impôt compétitivité emploi aux employeurs. Le CICE. Pour faire régresser le chômage, il fallait réduire la durée du travail, il fallait passer à 32 heures. Pour faire régresser le chômage, il fallait contrôler les licenciements et pas les faciliter. Je vais vous donner un exemple bien actuel. Airbus, Toulouse. Airbus a un carnet de commandes qui va jusqu'à 1000 milliards d'euros dans les 10 ans qui viennent. Plus de 1000 milliards. Voilà. 1000 milliards. Bon, c'est énorme. Hein. C'est colossal. Bon. Ils ont reçu, je sais plus combien de millions de crédits impôts compétitivité, CICE. Et ils suppriment 1134 emplois. Toute la question est là. Est-ce que quand une entreprise de cette taille va mieux, elle doit encore, pour aller mieux, supprimer des emplois? Ou est-ce qu'elle doit au contraire embaucher, passer à 32 heures, former d'autres gens et jouer un rôle dans l'ensemble de la société positive? Je prends les Smart. Les voitures de Daimler en Lorraine, à Ambach en Lorraine. Excusez-moi, j'ai prononcé Ambach, j'ai prononcé à la Lorraine. Je vous en prie. Mais vous êtes normand, et dans cette entreprise, ils décident de faire, alors qu'elle est riche, ils décident de faire venir les salariés de 35 heures à 39 heures, payés 37. Mais où est-ce qu'on va? C'est-à-dire si au lieu, à chaque fois qu'il y a du progrès dans les marges des entreprises, elles font saigner les salariés et l'emploi, c'est quelque chose de grave dans ce pays. Moi, je veux que on puisse contrôler les licenciements et les interdire quand ils sont boursiers. On nous a répété sous tout le quinquennat François Hollande, non, on va faciliter les licenciements, ça va permettre l'embauche. Mais à quoi ça sert de faciliter les licenciements? À faciliter les licenciements. Et Airbus vient de le prouver. Et là aussi, je pense que la France... Vous avez entendu Philippe qui nous appelait au 0826 300 300. Est-ce que le principal problème de Hollande, c'est que pendant 4 ans et demi, il a juste cherché à faire la synthèse comme quand il était premier secrétaire du PS? Non, pardon, il n'a pas fait la synthèse. Au début, on a cru, les premiers mois, c'était peu mou, on savait pas trop, c'était des petits... Et puis après ça, il a pris des décisions majeures. Quand on donne 40 milliards sans contrepartie, parce que le MEDEF a fait un pins en expliquant qu'il va créer 1 million d'emplois, 40 millions
40 milliards sans contrepartie, c'est une décision colossale. Du coup, il n'y a plus d'argent pour augmenter les retraites, il n'y a plus d'argent pour les collectivités, donc on coupe 3 milliards dans les collectivités, et du coup, les collectivités ne peuvent plus investir, ne peuvent plus nourrir la vie associative. On va du coup augmenter les impôts sur monsieur et madame tout le monde. Parce que quand on donne 40 milliards, sachant qu'on a quand même des déficits et que Bruxelles nous demande de les diminuer, ben voilà, ces 40 milliards, ils sont partis, donc on va augmenter de 20 milliards les impôts. 40 milliards, c'est l'équivalent du budget de la défense plus le budget de la justice. Oui, mais ça c'est un peu... Vous et moi, on a vu... Non, mais je vous fais un chiffre. Vous et moi, on a vu... Vous et moi, on a vu nos impôts augmenter, nos impôts nationaux et nos impôts locaux augmenter parce que on avait fait ce choix. François Hollande, Manuel Valls, Emmanuel Macron. Ça nous concerne tous. C'est pas un problème théorique. On s'habitue à des chiffres. Voilà, il y a eu 40 milliards de données. Voilà. Et est-ce que ça a eu un effet sur l'emploi? Peut-être 100 000 emplois. Mais combien d'emplois détruits par ailleurs quand les collectivités n'ont plus d'argent pour investir? Donc ce sont des décisions très lourdes, catastrophiques, qu'ils ont pris à 2 ou 3 personnes. C'est là qu'on voit aussi le problème de la démocratie en France, parce que je ne vois personne de normal qui soutenait cette proposition. Tout le monde savait que déjà François Fillon, quand il était Premier ministre, avait donné des milliards d'exonérations, ça n'avait pas créé d'emplois. Ça fait 20 ans qu'on donne des exonérations et ça marche pas. Et je me souviens à l'époque, j'étais au PS, on était rentré avec Stéphane Hessel au PS, on avait dit ça ne peut pas marcher. Et c'est 3 personnes qui l'ont imposé et c'est des millions de gens qui ont morflé derrière. Jusqu'à Nicole est au téléphone au 0826 300 300. Bonjour Nicole, bienvenue en direct sur Sud Radio. Bonjour Nicole. Bonjour, à tous. Mais voilà, moi ce que je voulais dire surtout, c'est que je suis très circonspecte par rapport au Parti Socialiste. J'avoue que j'ai participé aux primaires, de la précédente. Ah, le lapsus révélateur. Ouais, lapsus malencontreux. Alors, au primaire de... C'est votre vie privée, Nicole. Pour ça, il faut appeler Brigitte Lahaye, à 14 ans. À 14 à 16, oui. Bon, allez. Enfin, c'est une partie de rigolade. Bon, oui, alors, au primaire, moi je sais que je n'avais pas voté pour Hollande. Au premier tour, j'avais voté Montebourg, second tour Aubry, parce que j'estimais qu'Hollande était quelqu'un de particulièrement particulier. Alors, parce que, déjà pour moi, c'était lui qui avait fait chuter Jospin lorsqu'il se présentait aux élections. Il était son conseiller et j'ai estimé que Hollande avait une grande part de responsabilité. Voilà. Alors moi, je suis philosophiquement de gauche, pas politiquement, je ne suis pas encarté. Ça me déplaît d'être aliéné à quoi que ce soit, mais j'ai mes idées. Et j'avoue que même au second tour des présidentielles, s'il y a le Parti Socialiste, je ne voterai pas pour lui. Je voterai à gauche, mais pas pour lui. Parce qu'ils m'ont déçu, ils ont voté pour Hollande sans le connaître. Moi, il me semble que je le connaissais mieux qu'eux. Et maintenant, Valls, s'il se présente, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, et je n'adhère pas du tout, mais pas du tout, à sa candidature. Alors, Gérard Filoche, vous entendez Nicole, femme de gauche, qui dit « Moi, je ne voterai plus pour le PS, je ne veux pas entendre parler de Valls. » Tiens, je voulais qu'on parle de Valls. Gérard Filoche, est-ce que ça vous paraît crédible qu'en ayant fait 5% à la dernière primaire à gauche, Manuel Valls s'impose dans la primaire à gauche de 2017? Bien sûr que non, ça m'a pas paru crédible à l'époque. J'ai lui dit que c'était une erreur de casting. Et que si on voulait avoir une politique de gauche, il fallait d'abord rassembler les socialistes, comme disait François Mitterrand. Et rassembler les socialistes, c'était pas s'appuyer sur 5%, mais s'appuyer sur la totalité de ceux qui font le Parti socialiste dans sa diversité et dans son pluralisme. Et ce n'est pas du tout le choix qui a été fait par François Hollande. Et après, il s'est fait prendre en main par Macron. Et après, vous avez un trio. Quelque part, si on veut comprendre pourquoi il renonce hier soir... Vous parleriez de trio infernal? Oui. Parce que quelque part, hier soir, il y avait 2 personnes qui l'auraient soutenu dans sa campagne. C'était Valls et Macron, mais ces 2 personnes avaient retiré leur soutien à François Hollande. Ils l'ont tué d'un certain point de vue. Comme l'a dit Killer, Macron et Valls, qui commentait tout à l'heure, Macron et Valls ont tué Hollande pour vous? Oui, bien sûr. Et je vais vous ajouter... Petit meurtre entre amis? Mais bien sûr. Ils se sont battus entre Macron et Valls, par exemple, pour savoir quelle était la loi Macron 2. Elle s'est finalement appelée loi El Khomri pour régler la compétition entre les 2 hommes et qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre. Et Macron, à partir de ce moment-là, a quitté le gouvernement. Et puis Valls a menacé Hollande en disant « Si tu te présentes, moi j'y vais ». Et donc finalement, Hollande avait perdu ses 2 soutiens avec lesquels il avait travaillé pendant 4 ans. Mais permettez-moi de dire une chose. Ça, c'est les questions de personne. Mais moi...
Personnaliser la politique, ça dépolitise les gens. Je suis contre le pouvoir personnel. Je suis pour le pouvoir d'une assemblée. Je suis pour un gouvernement collectif. Et je suis contre ce qu'on est en train de décrire. C'est-à-dire que 3 individus règlent le sort d'une nation. Je suis pour remettre la démocratie. Je suis pour une 6e République où il n'y ait plus de président élu suffrage universel. Et après, si je vous permettez, je voudrais dire à notre auditrice qu'elle a raison sur un point, Nicole, c'est quand elle dit Valls est comme Hollande. Je suis très choqué, je vous le dis, c'est pas une posture, à l'idée que Valls se présente. Tous les médias depuis hier disent c'est logique, il va y aller, c'est fait. Mais c'est totalement illogique. Puis les arguments qui sont utilisés par François Hollande pour ne pas se présenter s'appliquent à 1000%. Je vais faire l'avocat du diable. Il s'applique à 1000% pour Valls. Oui, mais le principe dans la 5e République, vous n'êtes pas d'accord avec les principes, c'est qu'il y a le chef de l'État, le chef du gouvernement. Le chef de l'État n'y va pas, c'est le chef du gouvernement qui y va. Oui, mais là, c'est le principe de la 5e. Chef de l'État vient de dire que politiquement, il ne pouvait plus continuer, et le chef Premier ministre, il est totalement lié à lui. Donc ils doivent prendre les mêmes décisions, ou alors on ne sait plus dans quel pays ou dans quel raisonnement on habite. Et d'ailleurs, regardez l'autre, Macron, lui il est parti. Avant. Mais avant, en disant je suis ni de gauche ni de droite, alors qu'il était censé être dans un gouvernement de gauche. Vous vous rendez compte où on en est? Je voudrais que ces gens-là, non seulement il faut un renouvellement, monsieur, dans la société, non seulement il faut un renouvellement, mais il faut revenir à la politique, bon sang. Alors, Pierre, il faut revenir sur pourquoi on augmente les salaires. Il faut revenir pourquoi on lutte contre le chômage. Il faut revenir sur le fond de ce que n'a pas fait François Hollande, Valls et Macron. Et il faut des hommes ou des femmes qui aujourd'hui fassent une politique de gauche. Et c'est pour ça qu'on a une primaire le 22-29 janvier. C'est pour désigner des hommes qui soient différents d'Hollande, Macron et Valls. Je comprends. C'est pour faire un choix politique avec des millions de gens pour qu'on revienne à la gauche. Pour Pierre Larouturou, je veux vous poser la même question. Vous avez entendu Nicole qui est désabusée de la gauche. Est-ce que vous croyez crédible que Valls gagne la primaire, sachant qu'il a fait 5% il y a 5 ans? Je comprends très bien Nicole, c'est pour ça que j'ai quitté le PS, on y était revenu avec Stéphane. Et que vous avez fait Nouvelle Donne? On a créé Nouvelle Donne parce qu'on pense qu'il y a besoin d'un changement radical. C'est pas juste mettre des rustines ou changer à la marge, on a besoin. Est-ce qu'on peut encore compter sur la croissance pour sortir du chômage? Est-ce qu'on peut continuer avec une Europe où il y a 27 pays et qui tout est paralysé, où on voit M. Barroso qui va prendre ses ordres chez les banquiers et qui, quand il a fini parce qu'il est parti chez Goldman Sachs. Voilà, donc c'est scandaleux. Est-ce qu'on est, nous, ce qu'on dit à Nouvelle Donne, c'est qu'il faut redémarrer avec un nouveau contrat social, un nouveau contrat démocratique, qu'il faut changer l'Europe, redémarrer avec 9 ou 10 pays. On n'y arrivera pas. Et c'est pas grave si les Anglais s'en vont. Il faut redémarrer avec 9 ou 10 pays, avec une Europe sociale, une Europe vraiment démocratique. Une Europe, vous savez que Mario Draghi, le patron de la Banque centrale, va créer 1000 milliards. C'est quand même énorme. Il va imprimer 1000 milliards. Il va créer 1000 milliards et il va les donner aux marchés financiers en espérant que les marchés financiers vont sauver la mise. On arrête les blagues. Nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un plan Marshall pour sauver le climat et qu'on donne du boulot pendant 20 ans à des ouvriers, à des techniciens qui vont économiser l'énergie, isoler les bâtiments. Ça peut créer 600 000 emplois en France, 600 000 emplois, et ça nous permettrait de faire baisser nos factures d'énergie. Donc il faut un changement radical, alors que François Hollande n'a rien essayé de faire bouger au niveau européen. Et Emmanuel Macron était son principal conseiller, Emmanuel Valls était... Donc ces trois-là sont effectivement co-responsables, si ce n'est que le président aurait pu dire non s'il n'était pas d'accord avec Macron ou Valls. Je vais vous poser une question, Pierre Larouturou, et je poserai la même à Gérard Filoche. Imaginons, c'est une hypothèse d'école, que Valls gagne la primaire. Valls plus Macron, c'est deux sociaux-libéraux, est-ce qu'ils vont pas se cannibaliser? Écoutez, c'est pas. Je pense que c'est une question. Je pense qu'on était très nombreux dans la rue contre la loi travail. On est très nombreux. Vous y étiez vous aussi? Oui, bien sûr. C'est une loi qui est vraiment dangereuse, qui va abîmer les salariés, qui va encore du coup diminuer le nombre de gens qui cotisent pour les caisses de retraite, qui va déréguler. Donc c'est une loi qui est dangereuse, qui facilite les licenciements, alors qu'il faudrait plutôt, comme l'a dit tout à l'heure Gérard Filoche, faciliter la baisse du temps de travail. Quand vous annoncez que Airbus va licencier 1130 personnes, tous les politiques s'en foutent. En Allemagne, il y a quelques années, Volkswagen avait annoncé 30 000 licenciements. 30 000 licenciements. Les politiques ont dit, vous faites comme vous voulez, mais 0 licenciement. Et du coup, Volkswagen est passé à 28 heures par semaine. Et Volkswagen a évité 30 000 licenciements parce que les politiques avaient dit non. Et c'est un des deux plus gros constructeurs mondiaux d'automobiles. Et ça marche. Tandis qu'en France, ben voilà, chaque semaine, à Toulouse, un jour à Grenoble, un jour à Brest, on annonce un plan social. Et monsieur Manuel Valls réfléchit à sa carrière pour savoir s'il a une chance cette fois-ci ou si pour 2022. Et voilà. C'est honteux. Ça donne une image de la politique qui est catastrophique. Donc je comprends très bien qu'on ne veuille plus voter pour le PS. Je vous dis, c'est pour ça que nous avons quitté le PS et qu'on a créé une nouvelle force politique. Et en même temps, si on se morcelle, si on dit si on croit qu'on punit quelqu'un en disant je
voterai plus à gauche, ça veut dire qu'on a François Fillon qui est au pouvoir pendant 5 ans. Et François Fillon, quand il va couper 30 milliards dans les retraites, quand il va couper des milliards dans les services publics, des milliards à l'hôpital, on va morfler. Donc si on croit qu'on punit François Hollande ou qu'on punit Manuel Valls en s'abstenant, c'est nous eux, ils continueront à être très confortables, ils ont des retraites très confortables, ils vont gagner, voilà. Donc il faut qu'on ait un vrai débat dans la primaire de la gauche. C'est pour ça que j'ai annoncé hier que j'étais candidat dans cette primaire. Il faut qu'on montre que la gauche est bien vivante et c'est en équipe qu'on va faire campagne. Et c'est pas la primaire du PS, c'est pas la primaire de la Belle Alliance. C'est la primaire citoyenne ouverte. Mais c'est la primaire de tous ceux qui veulent faire bouger les choses pour eux-mêmes, pour leurs enfants. C'est la primaire des retraités qui en ont marre de voir leur retraite qui est bloquée. C'est la primaire des salariés qui travaillent trop sans avoir d'augmentation. Vous avez des licenciements à Sud Radio comme ailleurs. C'est la primaire des paysans qui en ont marre qu'on ne respecte plus leur travail. C'est la primaire du peuple. C'est à nous. La politique, c'est pas un jeu qui peut être confisqué un jour par François Fillon, un jour par Manuel Valls. La politique, c'est notre vie quotidienne. On est le seul pays d'Europe où les loyers sont aussi chers. Est-ce qu'on va enfin avoir une vraie politique c'est pas mal, Non, pardon, je parle de l'Europe continentale. Si on avait le même niveau de loyer qu'en Allemagne, on ferait tous 250 € d'économie. On ferait tous 250 € d'économie sur les loyers chaque mois si on avait la même politique en Allemagne. Pourquoi quand on parle de l'Allemagne, on veut toujours nous imposer le truc qui est le plus dangereux, les petits boulots et la précarité. Donc il y a des choses très bien en Allemagne comme la politique du logement dont on ne parle jamais. Donc il faut un changement radical, il faut arrêter que ce soit les lobbies financiers qui dirigent ce pays et il faut mais la gauche est bien vivante si on le décide. C'est à nous de décider si la gauche est vivante ou pas. Gérard Filoche, court. Est-ce que pour vous, Macron et Valls, si Valls gagnait la primaire, ils ne se cannibaliseraient pas en tant que sociaux-libéraux? Mais bien sûr, ils sont vert chou. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Vert chou, chou vert. Oui. Vous faites pas du Jacques Duclos, vous faites du Gérard Filoche. Ils sont tous les deux sur cette même ligne qui était celle de Hollande. J'insiste sur cet aspect qu'on ne nous présente pas Valls comme étant je sais pas quel recours. C'est une deuxième défaite qui nous attend avec Valls. C'est une deuxième échec. Et Macron lui-même qui s'est tiré des flûtes en disant je suis plus de gauche, ni de gauche, ni de gauche, ou ni de droite, j'en sais rien. C'est pareil. Cherchons maintenant un candidat, une candidate qui rassemble la gauche sur des positions de gauche. Voilà ce qu'on va faire dans la primaire. Et pour ça, je vais vous donner un exemple court. François Fillon veut casser la sécurité sociale. Il a dit on rembourse plus les petits risques. Vous savez que toute grande maladie commence par un petit risque. Si vous remboursez plus le petit risque, vous aurez plus de grandes maladies parce que les gens ne seront pas soignés. Il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour comprendre ça. Bon, moi je suis par exemple pour que la sécurité sociale, elle soit la même pour tout le monde. Contre les complémentaires, les mutuelles, les assurances, les prévoyances, etc. Qu'on ait une grande cotisation, qu'elle soit la même pour tout le monde et que ça soit une très grande mutuelle, y compris pour les artisans, y compris pour les indépendants. Je suis pour fermer le RSI. C'est un vrai programme, ce que je suis en train de dire. Ben, vous écoutez ce que disent Valls, Macron ou Hollande, ben, vous n'avez pas ça. Ils sont en train de vous appliquer la règle d'or de Madame Merkel à l'équilibre des comptes, à la sécurité sociale, alors qu'on a 6 millions de chômeurs, ce qui veut dire qu'on va dérembourser, qu'on a déjà déremboursé, que c'est dur dans les hôpitaux, qu'il n'y a pas assez d'infirmières, etc., etc. Et ben ça, on peut pas affronter Fillon avec le programme de Valls et de Macron. Pour affronter Fillon, faut avoir le programme de gauche et dire ce que je viens de dire sur les cotisations à la sécurité sociale pour sauver celle-ci et faire reprendre tout le monde confiance en celle-ci. Allez, Avec nous, Gérard Filoche, membre du bureau national du PS et candidat à la primaire citoyenne ouverte à la gauche, et Pierre Larouturou, fondateur du parti Nouvelle Donne et également candidat à la primaire citoyenne ouverte à la gauche. Pierre Larouturou, j'ai le sentiment qu'on revient 5 ans en arrière parce que il y a 5 ans, les gens n'ont pas remarqué une chose, la finale c'était Aubry-Hollande, mais il y avait quand même un duel idéologique pour moi qui était beaucoup plus important, le duel Montebourg-Valls. C'est-à-dire les sociaux-libéraux contre, je vais dire pour Montebourg, les sociaux plus productivistes, c'est-à-dire plus protectionnistes. On se rappelle le fameux concept de démondialisation d'Arnaud Montebourg. Est-ce que c'est l'heure de la revanche lors de cette primaire ? Mais j'espère que la primaire va être l'occasion d'un vrai débat de fond. J'ai dit tout le mal que je pensais du bilan de Valls et de François Hollande, mais il faut qu'on ait aussi un débat avec Arnaud Montebourg. Quand Arnaud dit que, dans son discours de Frangy, qu'il va nous demander des sacrifices pour le pacte industriel et que ces sacrifices vont nous permettre d'avoir le plein emploi comme en Allemagne, j'aimerais quand même qu'il nous dise quels sont les sacrifices qu'il va nous demander. On a déjà donné 40 milliards à la demande du MEDEF sans contrepartie, avec un effet complètement marginal sur l'emploi. Donc quels sont les sacrifices que Arnaud Montebourg va nous demander ? Et quand il dit que c'est le plein emploi comme en Allemagne, j'aimerais qu'il aille passer 48 heures en Allemagne.
l'emploi industriel, il recule en Allemagne comme chez nous. Ils sont partis de plus haut parce qu'il y a moins de tourisme, donc ils avaient plus d'emplois industriels. Mais si vous regardez la courbe, c'est parfaitement parallèle. L'emploi industriel recule aussi parce qu'il y a des robots, il y a des ordinateurs, les salariés sont plus efficaces. Donc, et s'il y a soi-disant le plein emploi en Allemagne, c'est qu'il y a presque 5 millions de gens qui ont des petits boulots. Alors, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Voilà, c'est ça. En Allemagne, il y a un taux de pauvreté qui est plus élevé qu'en France, notamment chez les travailleurs. Donc Arnaud, il avait approuvé, il était au gouvernement quand on a donné ces 40 milliards d'exonération, il avait approuvé, alors que c'est quand même un acte majeur et catastrophique de donner 40 milliards, je redis, c'est colossal, sans contrepartie. Et là maintenant, quand il nous dit que du point de vue économique, on va faire des sacrifices pour l'industrie, moi je n'y crois pas. Je ne pense pas que je pense que ça va aggraver nos problèmes. Quand il explique qu'on va casser de la vaisselle à Bruxelles, je pense qu'il faut plutôt au contraire se demander comment on redémarre l'Europe très vite. Si on veut protéger notre agriculture, protéger nos salariés, protéger nos retraites, c'est pas casser l'Europe qu'il faut. Et dans l'équipe, hier j'ai annoncé que j'étais candidat à la primaire, et j'ai avec moi un ancien ministre espagnol, une ancienne ministre allemande, un ancien ministre belge, pour montrer qu'on a des alliés. Il y en a aussi en Allemagne qui en ont marre de l'austérité, il y en a aussi en Espagne, en Italie qui en ont marre de l'austérité. Donc vu la gravité de la situation, il faut très vite redémarrer l'Europe, mais à 9 ou 10 pays maximum, avec une Europe sociale, une Europe démocratique, une Europe capable d'avoir une diplomatie et une défense. Parce que si on laisse M. Trump et M. Poutine comme seule puissance importante au niveau mondial, ça va mal finir. Il est temps qu'on ait une Europe qui sorte de sa naïveté et qui soit capable d'agir pour la paix. Diane est avec nous. Bonjour, bienvenue dans ce grand référendum. Bonjour Diane. Bonjour. Voilà, j'ai simplement une petite question, parce qu'on tape sur les hommes politiques de droite, de gauche, de l'extrême et tout ça. On va voter là bientôt pour les présidentielles, mais ça sert à quoi d'aller voter aux présidentielles? Parce qu'en fin de compte, le programme, les gens, ils nous promettent pour arriver là, mais en fin de compte, est-ce que c'est bien eux qui gouvernent ou est-ce que c'est l'Europe? Parce qu'on entend parler des programmes, mais de l'Europe. Ils ne peuvent pas mettre leur programme un jour. Alors Diane, merci beaucoup parce que vous rebondissez sur la question que j'allais poser, que j'avais à vous les répondre. Oui, pardon, c'est une question de volonté politique. C'est une question. L'Europe, les technocrates qui ont pris le pouvoir à Bruxelles, ils ont beaucoup de pouvoir parce qu'on leur a abandonné. Si François Hollande avait dit je vais séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires, il aurait très bien pu le faire. Nous, si on s'appelle Nouvelle Donne, c'est qu'on essaye de s'inspirer de ce qu'a fait Roosevelt, le New Deal quand il arrive. Et c'est lui qui avait séparé Roosevelt, les banques. Il arrive et en 3 mois, alors qu'il est vieux, qu'il est paralysé, il fait passer 15 réformes en 3 mois. Il sépare les banques de dépôt et les banques d'affaires. Et les banquiers gueulent en disant que c'est un communiste qui va tuer l'Amérique. Et il fait la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Ça calme ou ça tue la spéculation et du coup les banques se tournent vers les PME pour investir. Roosevelt, il donne du boulot aux paysans. Roosevelt, il lance des grands travaux pour occuper les gens et leur donner un vrai boulot et un vrai salaire. Roosevelt, il dit on peut pas continuer le dumping fiscal parce que la Floride baissait son impôt, le Texas baissait son impôt, et Roosevelt, il crée un impôt à 40% sur les bénéfices en disant que vous soyez en Floride ou au Texas, on vous prend 40% des bénéfices. Et les actionnaires gueulent en disant que c'est un communiste, mais il tient bon. Et aujourd'hui encore aux États-Unis, le taux d'impôt sur les bénéfices est à 40%. Donc si François Hollande avait eu un peu de courage, il aurait pu faire la séparation des banques. Si François Hollande avait eu du courage, il aurait pu mettre en place une vraie politique du logement pour faire baisser les loyers. Gérard Filoche, vous avez entendu Diane. Oui. J'y reviens. Je voudrais lui dire à Diane, il n'y a pas de fatalité à la trahison de la parole et des promesses faites. Ça dépend des hommes et des militants politiques qui sont élus. Et moi, les Français sont quand même habitués aux trahisons à droite comme à gauche. Moi, vous savez, je suis un militant depuis 53 ans. Ma première carte syndicale était en 1963 et je n'ai jamais varié. Je suis pas un énarque, je suis pas de la haute. Je suis un salarié qui a vécu, fils d'ouvrier et ouvrier moi-même, qui a vécu comme cela. Donc quand je dis quelque chose, j'ai jamais eu de langage. Et je vais vous prendre tout de suite une question sur l'Europe. Moi, président. Moi, président de la République, ça rappelle des souvenirs. Je vais vous le faire à ma façon. Et il y a 450 000 travailleurs détachés en France. Absolument. C'est-à-dire que ce sont des travailleurs qui sont escroqués par des patrons français, parce qu'en vérité, on ne les paye pas avec des cotisations sociales françaises alors qu'ils sont sur notre sol. On les paye avec des cotisations sociales roumaines, etc. Donc en fait, avec un lance-pierre. Évidemment, ça arrange bien les patrons français d'exploiter ces gens-là et les faire venir. Moi, je vous dis, parce que Valls avait fait une petite phrase du genre menacer Bruxelles de dénoncer la directive il y a 2 mois. Moi, la première mesure qui est prise, c'est de dénoncer cette directive. Il n'y aura pas de travailleurs détachés sur notre territoire qui gagneront moins qu'un travailleur français, et un patron ne pourra pas spéculer de cette façon-là en faisant du dumping social entre les uns et les autres. Donc, comme le dit Diane, donc vous rentrez dedans à Bruxelles. Ben oui, puis à Bercy. Parce que je vais vous dire, Bercy, si vous dites à Bercy, vous arrivez, vous êtes Cahuzac,
et vous dites je lutte contre la fraude fiscale avec un panneau devant vous, puis vous fraudez vous-même, évidemment, vous ne faites rien. Moi, je vais vous dire, la fraude fiscale, on va y aller. Il y aura 2000 inspecteurs des impôts qui seront exprès pour ça. On embauchera 100 hackers, vous savez, comme dans les films, pour aller chercher le moindre centime à Singapour ou dans l'île de Man ou à Panama ou au Luxembourg, et on fera rentrer 80 milliards. Parce que les gens me disent, la politique que tu veux défendre, Gérard Filoche, 1800 € pour le SMIC, la retraite à 60 ans, 32 heures pour tous, et puis pas de salaire supérieur à 20 SMIC, et puis pas plus de 5% de précaires dans les entreprises. C'est la politique que je défends. Et on va dire, t'as pas les sous. Mais la France a jamais été aussi riche. La question, c'est d'aller chercher l'argent chez ceux qui l'ont. 80 milliards de fraude fiscale, on n'aurait pas besoin de s'en prendre à la sécurité sociale, aux collectivités territoriales ou au fonctionnement de l'État et aux organismes de contrôle. Vous auriez, il y a 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Il faut aller voir comment on fait. Vous avez Total qui a 12 filiales aux Bermudes, alors qu'au total, l'entreprise, elle toute seule, a fait 185 milliards, alors que le budget de l'État est de 300. Moi, je vais vous dire comment on prend l'argent à l'oligarchie. Et pour ça, faut être déterminé. Faut pas être copain avec l'oligarchie. Faut pas être copain avec les gens qui dirigent Bercy. Faut leur dire très clairement ce qu'on va faire. Et sur cette base-là, je crois que vous pourriez, Diane, avoir à nouveau confiance dans quelqu'un pour qui vous votez et vous dire que vos promesses, elles sont appliquées parce que c'est celles dont on a tous par millions besoin. Et c'est celles que ni Hollande, ni Valls, ni Macron n'ont tenues. Et évidemment, je vous parle pas de la droite. Alors, messieurs, il nous reste 30 secondes. Je vous demandais de réagir à propos de Jean-Michel Baillet. Hier au soir, il a tweeté « Je salue le bilan remarquable de François Hollande au service de la France pour le redressement des comptes publics ainsi qu'à l'international. Réponse par oui ou non. Est-il déjà hors compétition pour le prix de l'humour politique 2017 ?» Gérard Filoche. Bah, écoutez, il y a 14 points de dette supplémentaire, la dette présumée du pays, parce que je la conteste. Sous Hollande, il se trompe, Bélé. Il se trompe, Bélé. Je suis en train de vous dire que le bilan de Hollande, il y avait 86 points du PIB qui étaient en dette quand il est arrivé, maintenant c'est 100. Non, mais si son donc bilan en vérité, c'est faux ça. Si de leur propre compte. Si le bilan de François Hollande était formidable, il serait évidemment candidat et il gagnerait l'élection. S'il renonce, c'est que son bilan n'est pas franchement formidable. Merci beaucoup Gérard Filoche, merci beaucoup Pierre Laroutourou, vous êtes tous les